Mais vous, ce que vous nous avez montré aujourd'hui, là, depuis 7h30, c'est que Guillaume Soro est un esprit. C'est un esprit qui parle. C'est un esprit que personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter Guillaume Soro. Personne ne l'arrêtera. Personne ne peut l'arrêter. Le 29 juin 2017. Je tenais vraiment à saluer la mémoire de nos disparus. Nous sommes appelés à aller couvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Boaké. Ce jour-là, j'ai été désigné pour aller accompagner le président Soro à Boaké, où il devait avoir l'installation des juges. J'avais la responsabilité de coordonner auprès du Premier ministre toutes les opérations liées au processus de sortie de crise, à savoir le redéploiement de l'administration, le processus électoral, l'identification, le processus DDR, la réforme donc de l'armée, les questions liées à la cohésion sociale, bref, toutes les questions qui émanaient donc de l'accord politique de Ouagadougou. J'ai perdu des proches, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des collaborateurs, des collègues de service. Je tiens vraiment, au nom de la vérité, au nom de la conscience collective, saluer leur mémoire, leur dire que je pense à eux. Le président Guillaume Soro pense à eux, nous pensons à eux. Et c'est douloureux, c'est douloureux. Il y avait parmi nous, c'est vrai que j'étais le responsable, mais déjà j'avais des collègues qui étaient déjà au protocole d'État, qui avaient accepté de travailler avec nous, malgré tout ce que les gens racontaient, les rebelles, il y avait le doyen Doumbouya, vraiment que je salue, qui était pour moi un aîné, bien que j'étais son patron, mais il était vraiment un aîné, je l'appelais grand frère. On est allé avec le protocole Doumbouya. Il était vraiment habitué à moi au début. Bon, on a eu à en parler. Il m'a demandé, mais on va à Boaké. Mais est-ce que bon, on sera en sécurité? J'ai eu à lui dire oui, on sera en sécurité à partir du moment où le président même est installé là-bas à Boaké. Donc normalement, on ne peut pas avoir de problème. Alors ce jour-là, nous devons nous rendre à Boaké pour accompagner le Premier ministre en vue de l'installation des juridictions de Boaké. Comme vous le savez, avec la crise 2002, le pays avait été coupé en deux, donc il n'y avait plus d'administration dans la partie centre-nord-ouest. Donc il fallait que l'administration revienne et pour les élections, il fallait bien que les magistrats soient là présents pour superviser les opérations d'audience foraine. On arrive, on embarque, nous tous, il y avait pour voisin, et pas son âme, et Maître Faki Konaté. Était dans l'avion, quand nous sommes arrivés à Boaké, dès qu'on a atterri et que l'avion partait, roulant encore sur le tarmac pour aller se positionner, on a entendu d'énormes bruits, On a entendu un coup dans l'avion. Et j'ai entendu le patron dit, sur qu'est-ce qui se passe? On a entendu encore des bruits. Il dit, on nous attaque. Probablement l'hypothèse que nous avons, l'information qu'on a eue après, c'est que probablement les tueurs, si je peux m'exprimer ainsi, avaient l'intention d'abattre l'avion en plein vol à l'atterrissage. C'est là j'ai vu la main de Maître Faki en sang. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. Donc là, j'ai dit, bon écoutez, ce qu'on peut faire,
allons-y, on va protéger le patron. Moi, je n'avais pas encore été atteint. J'ai dit, allons-y, on va protéger le patron. Donc, j'étais devant avec un jeune du nom de Diomandé, un élément, vraiment, un commando. Vraiment, c'est un commando. C'était l'un des meilleurs éléments de la garde rapprochée du patron, en termes militaires. Donc, lui et moi, on s'est levé, j'ai dit, bon, écoute, on se suit, on va. Donc, c'est en partant que nous avons été atteints. J'ai perdu connaissance et du sang qui lui ruisselle sur la figure. Et là, maintenant, je crains qu'Alain soit mort. Dans les pieds, dans les bras, ma montre même que j'avais portée, vous voyez, la montre était là, donc ça a pris, ça allait couper même ma main. Donc ça a taillé, c'est la montre qui m'a sauvé. J'avais porté une grosse montre. Nous avons entendu un tir, donc un obus, qui a donc raté le hublot du Premier ministre, qui était certainement la cible, puisque l'avion était toujours en marche. Donc c'est rentré dans le deuxième hublot. Diomandé, lui, il a déjà pris la balle, lui, il est tombé. Et il a dit, on m'a eu, on m'a eu. Donc moi, je suis allé vers le patron. Et j'ai même commencé à menacer même le pilote de dire d'ouvrir. Parce que lui, il voulait décoller. Il voulait décoller. Et c'est moi qui lui ai dit non, ouvre, ouvre l'avion, ouvre, ouvre. On va faire descendre le patron, le reste, on va se débrouiller. C'est à l'hôpital que j'ai commencé à me réveiller, comme on va au CHU de Boaké. J'ai commencé à me réveiller et là, j'ai demandé, mais et le patron? On me dit non, que le patron se porte bien. J'ai dit non. J'ai dit, et le patron? Bon, je craignais qu'on me dise non, écoutez, pour ne pas peut-être me choquer, le patron va être à terre, on ne veut pas me dire, tout ça. J'ai dit non. J'étais vraiment à 100, les pieds, tout est cassé. J'ai dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, moi je veux le voir. Tant que je ne le vois pas, je ne souhaite pas qu'on me touche. Malheureusement, ceux qui donnaient d'eau dans ce hublot-là, ce deuxième hublot, ont perdu la vie. C'était mort sur le champ. C'était mort sur le champ. Et l'obus qui est donc tombé dans l'avion a explosé. Et certains collègues, collaborateurs, des autres qui n'ont pas perdu la vie, ont été blessés, ont pris des éclats d'obus. Et nous avons vu aussi d'autres qui ont été atrocement, j'allais dire, amputés, soit de bras, n'est-ce pas, qui gisaient, ou, je suis désolé de le dire, hein, on a vu des éléments du cerveau partis complètement éclatés des crânes. Donc c'était atroce. On ne peut pas tout le dire, mais c'était véritablement atroce. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. Après, on a vu assez d'hommes à l'aéroport. Ça court de gauche à droite, de droite à gauche. On a vu Ouattao arriver à l'avion et il a mis le président au dos. Mais de là, me disait, ah non, comment il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit non, moi je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, s'il meurt, moi, ma vie n'a plus de sens. Ils sont partis en ville. Nous, on avait été atteints au crâne. On nous a envoyés à l'hôpital général à Boaké. Et c'est après ça qu'on nous a pris en hélico pour nous envoyer à Tomboucro. Ce que je vis au jour d'aujourd'hui, je peux dire au quotidien, me rappelle aujourd'hui Doumbia. Et c'est aussi que je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que quelque part dans mon cœur, il est présent. Quelque part dans mon cœur, ses amis ne voulaient pas que je voie le cadavre parce que vraiment le cadavre était trop abîmé. Il était sans tête. La roquette a arraché sa tête.
est très pénible. Il est sur ça le jour où on lavait son corps pour aller à l'enterrement. Mais j'étais obligé de partir. Je ne pouvais pas le soulever. Je l'ai laissé là. Point de recueillement, de souvenirs, mais aussi et surtout d'engagement ferme de chaque fille, de chaque fils et de tous ceux qui vivent sur la terre bénie de Côte d'Ivoire. Quand on a vécu de tels événements, on comprend la vie. On découvre l'hypocrisie et la méchanceté des hommes. Cet attentat contre l'avion de l'État de Côte d'Ivoire, qui transportait le Premier ministre de l'époque, M. Soroki Bafori Diom, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, ses collaborateurs et plusieurs journalistes de la presse ivoirienne, marquera à jamais nos vies et celles de nos familles respectives. Malgré la douleur qui nous étreint, vous réaffirmez que nous ne pouvons aller contre la volonté de Dieu. Et nous avons pardonné. L'attentat n'ont plus leur place. La commémoration signifie la nécessité d'oublier pour continuer à vivre.